I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle, so close to where my beloved mother, the late Queen, La chambre verte du Parlement australien est rarement le théâtre de drames internationaux. Pourtant, ce qui avait commencé comme un point sur la politique étrangère un après-midi de septembre à Canberra s'est transformé en l'un des gestes diplomatiques les plus surprenants depuis des années. Le Premier ministre Anthony Albanese, connu pour son pragmatisme, a stupéfié les députés et l'opinion publique internationale en dévoilant un programme de coopération avec le Royaume-Uni si audacieux que les commentateurs l'ont rapidement salué comme un tournant potentiel pour les relations du Commonwealth au XXIe siècle. L'Australie, qui cherche depuis longtemps à concilier son indépendance et ses liens historiques avec la Grande-Bretagne, est souvent confrontée à des questions identitaires. Le sentiment républicain couve depuis des décennies et après la mort de la reine Elisabeth en 2022, les débats sur la rupture des liens constitutionnels ont retrouvé une nouvelle intensité. Les sondages du début d'année révélaient encore une opinion publique australienne divisée, fière de son héritage mais désireuse de revendiquer son autonomie. Dans ce contexte rare, étaient ceux qui s'attendaient à ce que les Albanais proposent non seulement une coopération fragmentée en matière de défense, mais aussi un programme global alliant économie, technologie et politique sociale. Ce plan, qui devrait représenter plus de 15 milliards de livres sterling d'investissement sur les 10 prochaines années, va bien au-delà des sous-marins nucléaires et des modernisations de la défense promis par le pacte AUKUS. Le plan d'Albanese comprenait des projets communs dans les domaines des technologies vertes, de la santé mentale et des échanges culturels. Les législateurs ont été stupéfaits lorsqu'il a décrit les fonds bilatéraux axés sur la résilience des jeunes et la réponse climatique, une rupture avec l'orientation traditionnelle des accords commerciaux du Commonwealth. Le Sydney Morning Herald a qualifié cela de tour de vie diplomatique, tandis que le Times de Londres a rapporté que les responsables britanniques préparaient des mises à jour modestes mais qu'ils étaient stupéfaits par l'ampleur de l'ambition. Au cœur de l'annonce se trouvait un hommage surprenant à la princesse Catherine. Albanese a cité une conversation privée avec la princesse de Galles comme source d'inspiration pour étendre la portée du traité au-delà du matériel militaire. Il a décrit ses réflexions sur la santé mentale des jeunes et la protection de l'environnement comme des catalyseurs qui l'ont aidé à voir plus grand et à agir avec plus d'audace. Cette reconnaissance publique a propulsé ce moment, passant d'un discours parlementaire à un titre mondial. Les médias sociaux des deux pays ont explosé avec des extraits de l'hommage d'Albanese propulsant Kate Down Under au rang de tendance en quelques heures. Pour la monarchie, le symbolisme était profond. La Grande-Bretagne a peiné à maintenir son influence sur ses anciens territoires de la région Indo-Pacifique, notamment face à l'expansion de la présence chinoise dans la région. En honorant Catherine, l'Albanie a repositionné la monarchie comme un atout moderne de soft power plutôt que comme un vestige de l'empire. Les analystes de BBC World News ont souligné que l'influence de Catherine offrait au Royaume-Uni ce qu'aucun représentant commercial ne pouvait créer, une authenticité ancrée dans l'expérience personnelle et l'empathie. Le moment n'aurait pas pu être plus dramatique. À l'été 2025, les tensions mondiales étaient déjà vives. La guerre russo-ukrainienne continuait de mettre à rude épreuve les alliances occidentales, tandis que la rivalité sino-américaine s'intensifiait sur les questions de technologie et de sécurité dans le Pacifique. Après le Brexit, le Royaume-Uni cherchait désespérément des partenariats fiables pour renforcer son économie et sa pertinence stratégique. Dans ce contexte, l'offre ambitieuse de Canberra a été décrite par The Guardian Australia comme une bouée de sauvetage enveloppée de liens familiaux. Ce jour-là, l'enthousiasme régnait au Parlement. Les membres de l'opposition, souvent désireux d'examiner attentivement les accords gouvernementaux, acquiescèrent d'un hochement de tête dans une rare unanimité. Les représentants autochtones saluèrent les programmes d'échange culturel intégrés au projet. Les chefs d'entreprise commencèrent immédiatement à calculer les avantages de l'accès aux métaux des terres rares pour les technologies vertes britanniques. Même des commentateurs habituellement sceptiques reconnurent que l'ampleur de l'accord était visionnaire. Pourtant, le moment le plus marquant ne résida pas dans les détails politiques, mais dans l'hommage personnel d'Albanese à Catherine. Une reconnaissance qui transforma une extension aride du traité en une histoire de liens humains. La visite du roi Charles en Australie fin 2024 a trouvé un équilibre délicat. Il a évoqué le débat républicain par sa désormais célèbre déclaration « À vous de jouer », tout en prônant une approche commune des questions environnementales. Mais si les propos de Charles étaient diplomatiques, c'est l'empathie de Catherine qui a apparemment le plus résonné auprès des dirigeants australiens. En mettant l'accent sur la santé mentale des jeunes, le bien-être familial et la résilience climatique, elle a proposé une perspective plus douce et plus accessible sur la coopération au sein du Commonwealth.
La couverture médiatique internationale a souligné ce changement. Le Washington Post a décrit le discours de Canberra comme un rappel que le soft power dans la diplomatie moderne émane souvent de personnalités improbables. Al Jazeera a souligné l'importance de ce programme pour les nations insulaires du Pacifique, confrontées aux conséquences du changement climatique, et a souligné que la coopération renouvelée du Royaume-Uni avec l'Australie pourrait contrebalancer l'influence régionale de la Chine. En ce sens, le rôle de Catherine était plus que symbolique, son influence a contribué à rééquilibrer la géopolitique dans l'une des arènes les plus disputées au monde. La nouvelle a également eu un écho au Royaume-Uni. Face à une économie fragile et à des services publics sous pression, les critiques ont exigé de savoir si le partenariat apporterait des avantages concrets aux Britanniques ordinaires. Les partisans, quant à eux, ont mis en avant les prévisions de plus de 20 000 nouveaux emplois des centres de recherche communs à Manchester et Melbourne et des innovations énergétiques susceptibles de réduire les coûts au niveau national. Pour beaucoup, la promesse d'Albanese était plus qu'un éloge diplomatique, elle indiquait que la Grande-Bretagne pouvait encore nouer des partenariats significatifs dans un monde post-Brexit. Mais le courant émotionnel sous-jacent ne peut être ignoré. La reconnaissance de Catherine au sein d'un parlement étranger incarnait son évolution, passant du statut d'épouse royale à celui d'influenceuse mondiale. Son parcours, de ses problèmes de santé personnelle à son engagement public renouvelé, l'avait transformée en figure incarnant la résilience. À Canberra, cette histoire s'est traduite en politique, inscrivant l'empathie personnelle au cœur de la coopération internationale. Alors que les applaudissements résonnaient au Parlement australien et que les gros titres se répandaient dans le monde entier, une question subsistait, la monarchie souvent qualifiée de cérémonielle. Avait-elle acquis une nouvelle importance grâce à la diplomatie discrète de Catherine ? Si tel est le cas, le discours de Canberra restera dans les mémoires, non seulement comme une étape importante dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Australie, mais aussi comme le moment où la couronne elle-même a entamé une subtile réinvention. Le nom de la princesse Catherine a peut-être résonné au Parlement australien ce jour de septembre, mais son influence remonte à une année marquée par des difficultés personnelles extraordinaires et une résilience remarquable. Début 2024, elle a subi une importante opération abdominale qui a provoqué un tollé dans la presse internationale. Lorsque le palais a révélé plus tard que Catherine luttait également contre un cancer, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce fut un rare aperçu des coulisses de la vie royale, la prestigieuse princesse de Galles s'est soudainement plongée dans un combat profondément humain. Les mois qui suivirent furent décisifs. Catherine se retira de nombreuses fonctions publiques et se concentra sur la chimiothérapie préventive et la convalescence. Pour une monarchie qui se nourrit de visibilité, son absence créa un silence inhabituel. Mais au lieu de diminuer sa présence, elle l'intensifia. Partout en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth, la sympathie grandit. Les campagnes sur les réseaux sociaux débordèrent en de messages de soutien, tandis que les grands médias comme The Guardian et BBC News présentèrent en son épreuve comme un rappel que même les membres de la famille royale ne sont pas à l'abri des épreuves les plus difficiles de la vie. Au printemps 2025, le retour de Catherine fut soigneusement mis en scène non pas comme un spectacle triomphal, mais comme une expression discrète de force. Sa prestation lors de la cérémonie de remise des couleurs en juin avait visiblement suscité l'émotion du public. Son sourire radieux ressemblait moins à une cérémonie qu'à une victoire. Des assistants ont révélé plus tard que Catherine avait travaillé tard dans la nuit en coulisses, lisant des documents politiques, préparant des discours et approfondissant des sujets qui lui tenaient à cœur. Elle n'est pas pressée, a confié un assistant à Vanity Fair. Chaque mot, chaque pas est désormais intentionnel. Cette profondeur nouvelle forgée dans l'adversité a transformé Catherine en une figure inattendue, un symbole d'empathie sur la scène internationale. Elle n'était plus seulement la partenaire élégante aux côtés de William, mais une incarnation de la résilience, une personne dont les expériences de vie ont trouvé un écho auprès des familles du monde entier. Des problèmes de santé ont dépouillé Catherine de son aura d'intouchabilité et l'ont remplacée par une authenticité, une qualité souvent absente en diplomatie politique. Son engagement envers les enfants et la santé mentale a soudainement pris une importance accrue. Des programmes comme son Centre pour la petite enfance de la Fondation Royale, autrefois perçu comme une œuvre caritative discrète, semblaient désormais essentiels et urgents. Lorsque Catherine évoquait l'importance de la résilience chez les jeunes, elle ne s'appuyait pas sur la théorie mais sur la réalité. Sa vulnérabilité est devenue une forme de crédibilité. Cette authenticité renforcée par l'attention médiatique mondiale l'a aidée à passer du statut de figure royale à celui de véritable influenceuse dans les cercles diplomatiques. Les observateurs soulignent que le moment de sa résurgence était crucial. En 2025, le monde était aux prises avec des crises simultanées, changement climatique, problèmes de santé mentale chez les jeunes et instabilité géopolitique. De Washington à Canberra, les dirigeants cherchaient des histoires d'espoir et de résilience pour apaiser les populations anxieuses. L'histoire de Catherine s'inscrivait parfaitement dans ce vide.
Contrairement aux politiciens accablés par la partisanerie, elle représentait une voix neutre mais inspirante, capable d'unir plutôt que de diviser. Son influence s'est fait sentir non seulement par ses discours, mais aussi par ses interactions subtiles. En juillet 2025, elle a animé une table ronde virtuelle avec des experts britanniques et australiens sur l'adversité infantile et le rétablissement après un traumatisme. Les participants du Black Dog Institute de Sydney ont ensuite confié aux journalistes que son calme et sa franchise étaient saisissants. Elle a parlé ouvertement du deuil, des pauses de réflexion pendant ses vacances santé et de la façon dont les familles gèrent la peur. Pour les participants habitués aux discussions politiques stériles, son authenticité a brisé les barrières. C'est cette qualité qui a d'abord retenu l'attention d'Albanese. En août, elle avait franchi une nouvelle étape dans son action de sensibilisation. Une lettre manuscrite envoyée directement au Premier ministre australien mêlait des anecdotes personnelles sur des promenades dans la nature avec ses enfants à des réflexions plus larges sur la gestion du climat et le bien-être des jeunes. Il ne s'agissait pas de lobbying au sens traditionnel du terme. Les membres de la famille royale préfèrent éviter les interférences politiques, mais d'une démonstration d'influence douce empathique impossible à ignorer. Albanese lui-même, père de famille, aurait trouvé la lettre rafraîchissante par sa sincérité, rappelant que les alliances ne se résument pas à l'acier et aux sous-marins, mais à une humanité partagée. Son retour à la notoriété internationale a également coïncidé avec d'autres apparitions remarquées. Lors d'une visite d'État aux États-Unis en septembre 2025, elle a collaboré avec la première dame Melania Trump sur des initiatives humanitaires alliant style et substance, ce qui a fait la une des journaux internationaux. Les critiques, qui la qualifiaient autrefois de simple icône de la mode, ont commencé à reconnaître son talent pour la diplomatie douce. Elle avait appris à utiliser la visibilité non pas par vanité, mais pour influencer. Les médias grand public l'ont remarqué. Le Times l'a qualifiée d'arme secrète de la monarchie, tandis que le Sydney Morning Herald l'a félicité pour avoir comblé des lacunes que les diplomates bornés ne peuvent combler. Et d'idées ne peuvent combler. L'opinion publique partageait le même sentiment. Les sondages au Royaume-Uni ont montré une hausse de sa popularité, tandis que des enquêtes en Australie ont indiqué que plus des 2/3 des personnes interrogées avaient une opinion plus positive de la monarchie après l'engagement de Catherine dans des initiatives en matière de santé mentale. Son traitement contre le cancer, autrefois source d'inquiétude, avait transformé son image publique. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de mettre son expérience au service de l'action. Lorsqu'elle parlait de résilience de famille surmontant les tempêtes ensemble, ce n'était pas abstrait. On l'écoutait parce qu'on reconnaissait la vérité derrière ses paroles. Cette authenticité rare dans les coulisses du pouvoir devint son plus grand atout. C'est cette évolution, de partenaire à catalyseur, qui a jeté les bases de son influence sur l'annonce de Canberra. Sans sa résilience, Catherine serait peut-être restée dans l'ombre de la diplomatie royale. Elle est plutôt apparue comme l'architecte discrète d'une relation renouvelée avec le Commonwealth, son histoire personnelle étant étroitement liée à la coopération internationale. Comme l'ont souligné les commentateurs, après l'hommage d'Albanese, il ne s'agissait pas seulement de soft power. C'était une puissance vécue, une empathie forgée dans l'adversité et transformée en atout diplomatique. Et dans un monde de plus en plus las des discours creux, cette combinaison de vulnérabilité et de force est peut-être précisément ce qui confère à la monarchie sa pertinence la plus surprenante à ce jour. Ce moment extraordinaire à Canberra n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit de conversations prudentes souvent discrètes en coulisses, où la frontière entre diplomatie et empathie s'estompait. Au cœur de cette histoire se trouvait une conversation, mi-lettre, mi-dialogue, entre le Premier ministre Anthony Albanese et la princesse Catherine qui a donné naissance à une alliance remarquable. Tout a commencé mi-2025 lors d'une série de tables rondes virtuelles sur les traumatismes infantiles et la résilience. Catherine, qui cherchait encore à se faire connaître après ses problèmes de santé, a réuni des experts du Royaume-Uni et d'Australie pour discuter des programmes d'intervention précoce. Albanese, qui défendait depuis longtemps la santé mentale des jeunes dans le cadre de son programme national, a appelé depuis Canberra. Les participants ont ensuite rappelé que ce ne sont pas les remarques officielles de Catherine qui l'ont touchée, mais ses anecdotes personnelles. Elle a parlé avec franchise de ses promenades dans les jardins de Windsor, avec ses enfants utilisant la nature comme refuge pendant son traitement. Ces réflexions simples mais sincères ont trouvé un écho chez Albanese lui-même, père aux prises avec le fardeau du leadership. Quelques semaines plus tard, Catherine a réitéré son message en écrivant une lettre manuscrite. À l'ère du numérique, ce geste a eu un impact inhabituel. Elle y abordait le défi universel d'élever des enfants dans un contexte d'anxiété climatique et de pression sociale intégrant des observations issues des premiers travaux de sa fondation royale. Fait significatif, elle considérait la santé mentale non pas comme une question nationale, mais comme une priorité commune du Commonwealth. Le devoir nous impose de protéger les cœurs autant que les ports.
pouvait-on lire dans une ligne divulguée plus tard par un assistant compatissant. Albanese, frappée par la formulation, aurait partagé la lettre avec ses proches conseillers. Elle est devenue, selon ses propres termes, une étincelle pour penser différemment. S'en est suivi une multitude d'échanges. Catherine a proposé de lier les programmes de résilience à des partenariats de défense comme AUKUS afin de garantir que la sécurité nationale ne se limite pas aux frontières mais concerne aussi les personnes. Albanese a adhéré à l'idée et a commandé des projets de politique qui ont finalement influencé son discours parlementaire de septembre. Des analystes du Guardian Australia ont par la suite noté que des éléments de la formulation de Catherine étaient repris presque mot pour mot dans les propos d'Albanese. Il ne s'agissait pas de lobbying mais d'influence transformée en empathie. Lors de la réunion du Parlement le 18 septembre, les prémices avaient germé pour former un ensemble complet. Albanese a présenté des initiatives qui ont stupéfié même ses plus proches alliés, un fonds bilatéral d'1 milliard de livres pour la santé mentale, des projets de restauration environnementale reliant la Grande Barrière de Corail aux défenses côtières britanniques et des projets culturels conjoints mettant en valeur le patrimoine aborigène australien aux côtés des archives britanniques. Les projections économiques, à elles seules, étaient stupéfiantes, des dizaines de milliers d'emplois, des milliards d'exportations de technologies propres et un bond collectif vers l'objectif zéro émission nette. Mais ce qui a captivé le public du monde entier, c'est sa reconnaissance du fait que l'inspiration venait d'un membre de la famille royale et non d'un diplomate. Les médias ont rapidement reconnu la nouveauté. Le Times l'a décrite comme la récompense du soft power que la Grande-Bretagne osait à peine espérer. Le Sydney Morning Herald l'a qualifié de déclaration d'amour à l'empathie déguisée en politique. Même le Washington Post, habituellement sceptique quant à l'influence monarchique, a concédé que Catherine avait réussi ce que des légions d'ambassadeurs n'avaient pas réussi à personnaliser une alliance d'une manière qui résonnait au-delà de ses frontières. Bien sûr, les enjeux géopolitiques étaient plus profonds. L'Australie, coincée entre sa dépendance à la Chine, principal partenaire commercial, et ses obligations de sécurité envers ses alliés occidentaux, cherchait un équilibre entre autonomie et loyauté. L'élargissement de son partenariat avec la Grande-Bretagne offrait un ancrage symbolique dans l'histoire tout en se préparant aux défis futurs de la région Indo-Pacifique. Les analystes de BBC World News ont noté que Pékin verrait dans cet accord un renforcement de la solidarité occidentale à l'heure où les tensions montent dans le Pacifique. L'influence de Catherine, bien qu'indirecte, avait donc considérablement renforcé l'une des régions les plus disputées du monde. Des critiques ont également été formulées. En Australie, des voix républicaines ont soutenu que l'hommage rendu à Albanese risquait de brouiller les frontières entre politique et monarchie, ravivant ainsi le débat sur la pertinence de la couronne. D'autres, en Grande-Bretagne, craignaient que s'appuyer sur le charisme royal pour conclure des accords ne souligne les faiblesses diplomatiques du gouvernement. Ses partisans, cependant, ont rétorqué que l'influence prend de multiples formes et que la capacité de Catherine à combler les divisions par son authenticité était précisément le type de soft power dont la Grande-Bretagne avait besoin dans un monde fracturé. La réaction du public a souligné ce point. En Australie, les réseaux sociaux ont bruissé avec les hashtags Jack Kate Effect et #Commonwealth Reborn. Des extraits du discours d'Albanese ont été visionnés des millions de fois sur YouTube en quelques heures. En Grande-Bretagne, les journaux ont souligné le rôle de Catherine, non pas comme une ingérence mais comme une source d'inspiration, son humanité à remodeler les liens du Commonwealth pour une nouvelle génération. Des sondages publiés quelques jours plus tard ont indiqué une augmentation certes modeste mais notable du soutien australien au maintien de la monarchie, rappelant ainsi l'impact potentiel des gestes symboliques sur la réalité politique. Le lien entre l'Albanie et Catherine a également renforcé l'image de Guillaume et Catherine comme l'avenir de la monarchie. Ensemble, ils étaient de plus en plus perçus non seulement comme des héritiers, mais aussi comme des acteurs des affaires internationales, capables de façonner les récits là où la diplomatie traditionnelle échouait. Cela contrastait fortement avec le rôle officiel et cérémoniel de Camilla aux côtés de Charles, soulignant le clivage générationnel au sein même du palais. Mais l'aspect le plus marquant de cette alliance résidait peut-être dans son intimité. Contrairement aux traités forgés dans des salles de réunion stériles, cette collaboration s'est nourrie de notes manuscrites, de réflexions partagées sur la parentalité et de conversations franches sur la vulnérabilité. Dans une période de géopolitique difficile, c'est précisément cette douce humanité qui a redéfini les contours de la politique. Comme l'a déclaré un initié de Canberra au Financial Review, « Nous sommes venus pour des sous-marins, nous sommes repartis avec une âme ». Cette phrase, qui a fait la une des journaux du monde entier, a parfaitement résumé l'impact de Catherine. Elle n'avait ni négocié les conditions, ni rédigé de clauses. Elle avait fait preuve d'empathie, inaugurant une nouvelle ère de collaboration.
La question essaie désormais de savoir si une telle influence peut perdurer. S'agissait-il d'un moment isolé né de la situation particulière de Catherine ou du début d'un rôle durable de la monarchie dans la formation d'alliances mondiales grâce à son soft power? Pour l'instant, le lien avec l'Albanie prouve que parfois la diplomatie la plus transformatrice ne commence pas par des sommets officiels mais par la sincérité discrète d'une note manuscrite. Pour le roi Charles, l'annonce de Canberra fut plus qu'une surprise diplomatique. Ce fut un choc émotionnel qui toucha à la fois son rôle de monarque et son identité de beau-père. Le lendemain matin du discours d'Albanese, les transcriptions de la session parlementaire l'atterrirent sur son bureau à Buckingham Palace. Ses conseillers s'apprêtaient à l'informer des détails techniques, accès aux métaux précieux, objectifs de neutralité carbone, échanges culturels. Mais Charles était semble-t-il obsédé par une seule phrase, l'hommage du Premier ministre à la princesse Catherine. « Elle a fait plus dans une lettre que des légions d'ambassadeurs », murmura-t-il selon un conseiller principal cité par le Times. Ceux qui connaissent Charles le décrivent comme un homme profondément émotif, enclin aux fioritures littéraires et passionné par l'environnement. Pourtant, il a rarement été aussi ouvertement ému par un geste politique lié à sa famille. À 76 ans, aux prises avec ses propres problèmes de santé et la surveillance constante d'une monarchie moderne, la reconnaissance de Catherine fut un moment de fierté qui fit sienne le bruit. Le soir venu, Charles avait rédigé une lettre personnelle. Elle fut discrètement remise à Adelaide Cottage et était, paraît-il, l'une des lettres les plus personnelles qu'il ait écrites depuis la mort de la reine Élisabeth. « Ma chère Catherine », commençait la lettre, « en cette époque de tumulte, votre voix a semé des graines d'unité qui fleurissent au-delà des mers. Sachez que votre grâce non seulement renforce nos liens, mais emplit aussi ce cœur ancien d'une profonde gratitude. » Les courtisans qui l'ont vue la décrivirent comme une effusion inhabituelle, mi-poésie, mi-étreinte paternelle. Charles a exprimé publiquement ces mêmes sentiments quelques jours plus tard lors d'une réception à Windsor où il a proposé de porter un toast à « des proches du Commonwealth qui nous rappellent des âmes communes ». Mais ses proches affirment que sa gratitude allait au-delà du protocole. À une époque où le sentiment républicain continue de s'envenimer en Australie et au-delà l'influence de Catherine a apporté une preuve supplémentaire de la pertinence de la monarchie. Des sondages réalisés peu après le discours d'Albanese ont montré que 68% des Australiens avaient une opinion plus positive de la famille royale. Une augmentation significative que les commentateurs d'ABC News ont directement attribuée à l'implication de Catherine. Pour Charles, ce fut un moment de justification. Sa propre visite en Australie en octobre 2024 avait été prudente, voire hésitante. Il avait salué les débats républicains par la formule « à vous de jouer », un clin d'œil diplomatique à la souveraineté australienne. Mais il savait que son règne, bien qu'historique, n'était qu'une période de transition. L'avenir de la monarchie dépendrait moins de son héritage que de l'écho que William et Catherine trouveraient. La reconnaissance d'Albanese confirmait ce que Charles pressentait déjà. La princesse de Galles était devenue le pont le plus puissant de la monarchie vers les jeunes générations et les royaumes lointains. Cet épisode a également mis en lumière le changement de centre de gravité au sein de la famille royale. Pendant des décennies, Charles a porté le poids du scepticisme du public depuis les années Diana jusqu'à son acceptation finale de Camilla comme reine consort. Catherine, quant à elle, jouit d'une grande popularité dans tout le Commonwealth. Sa résilience et sa proximité contrastent avec l'image formelle et souvent clivante de Camilla. L'hommage public de Charles à Catherine était donc significatif. Il reconnaissait que la force future de la monarchie reposait autant sur elle que sur William. Cette gratitude personnelle avait également des connotations stratégiques. En s'alignant sur l'étoile montante de Catherine, Charles renforçait subtilement la continuité. Comme l'ont noté les analystes de BBC Radio 4, cela lui permettait de présenter la monarchie comme en évolution plutôt que comme stagnante. C'est une transmission lente, a observé un commentateur, et Charles le sait. Sa gratitude était non seulement sincère, mais aussi stratégique, témoignant de l'unité d'une famille souvent en proie à des tensions. Pourtant, l'intimité même du geste suscita le débat. Les critiques affirmèrent que l'hommage émouvant de Charles politisait la monarchie. La famille royale doit éviter les complications, avertit un éditorial du Guardian suggérant que le discours d'Albanese et la réaction de Charles brouillaient la frontière entre influence et ingérence. Néanmoins, la réaction du public fut extrêmement positive. Les forums en ligne exprimèrent leur admiration pour l'humilité du roi dans l'éloge funèbre de sa belle-fille. Dans un rare moment de consensus monarchiste et modéré, s'accordèrent à dire que le rôle de Catherine représentait la monarchie sous son meilleur jour, empathique, humaine et discrètement efficace. Le fil conducteur affectif a également résonné au-delà de la politique. Au sein de la famille, William aurait rayonné en voyant le mot de son père. Les enfants George, Charlotte et Louis ont même dessiné des photos en guise de remerciement pour les amis australiens de tante Jiggy, comme l'ont révélé avec tendresse des sources proches.
Ces détails personnels divulgués stratégiquement à des journaux proches, comme le Daily Mail, ont dressé le portrait d'une monarchie qui n'était pas seulement une institution, mais une famille ancrée dans des gestes ordinaires de gratitude et de fierté. La réaction de Charles a été perçue internationalement comme un contrepoids au récit de gouvernance royale dysfonctionnelle. Après des années marquées par la brouille entre Harry et Meghan, les scandales concernant Andrew et les spéculations sur le rôle de Camilla, l'histoire d'un roi remerciant sa belle-fille pour avoir renforcé le Commonwealth a offert un rare aperçu de cohésion. Cela humanise la couronne, a noté Le Monde, et montre que la gratitude est le ciment de vie dorée. La question demeure cependant, s'agissait-il d'une émotion passagère ou du début d'un changement conscient dans la diplomatie royale ? Il est peu probable que Charles redéfinisse son règne à ce stade avancé, mais sa reconnaissance de Catherine suggère que la monarchie apprend à accueillir ces visages plus jeunes et plus empathiques. Pour ses partisans, c'était un aperçu de renouveau. Pour les sceptiques, c'était un rappel que la survie de la monarchie dépend de plus en plus des personnalités plutôt que des traditions. Quoi qu'il en soit, le discours de Canberra et les remerciements sincères de Charles pourraient bien marquer un tournant. Pour la première fois depuis des années, l'histoire de la monarchie n'était pas celle d'un scandale ou d'un déclin, mais d'une influence acquise non pas par le pouvoir politique, mais par la douce empathie. La résilience de Catherine, la reconnaissance d'Albanese et la gratitude de Charles formaient une trilogie rappelant au monde que la couronne conserve sa pertinence même sous des formes changeantes. L'image d'un roi s'évanouissant devant un hommage parlementaire est une image que peu de gens auraient pu prédire. Pourtant, c'est peut-être précisément pour cela qu'elle a eu un tel écho. Dans un monde las du cynisme, les moments de sincérité, que ce soit à Canberra ou à Buckingham Palace, ont un poids que les feuilles de calcul et les discours ne peuvent tout simplement pas. La promesse de Canberra n'était pas seulement symbolique. Elle comportait de nombreux engagements économiques, militaires et sociaux susceptibles de façonner l'avenir des deux pays. Les analystes ont rapidement examiné attentivement les détails et ont découvert un ensemble de mesures aussi ambitieux qu'inattendues. Pour le Royaume-Uni, encore en pleine remise en question après le Brexit et en quête de nouveaux points d'ancrage internationaux, l'accord offrait des solutions concrètes. Pour l'Australie, qui conciliait sa dépendance à l'égard de la Chine avec le parapluie sécuritaire de ses alliés occidentaux, il offrait un moyen de renforcer ses partenariats tout en élargissant sa coopération au-delà des dimensions militaires. Au cœur de l'accord se trouvaient dans des minéraux essentiels, lithium, cobalt et terres rares, matières premières essentielles à la transition écologique du Royaume-Uni. Albanese s'est engagé à accorder un accès prioritaire aux entreprises britanniques, préservant ainsi les chaînes d'approvisionnement nécessaires à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. En contrepartie, des entreprises britanniques comme Rolls-Royce et BAE Systems adapteraient les technologies avancées des sous-marins aux modernisations navales australiennes, augmentant ainsi leurs exportations d'environ 20 milliards de livres sterling et préservant 21 000 emplois rien qu'au Royaume-Uni. Le Financial Times a décrit cet accord comme une ruée vers l'or vert enveloppée dans de l'acier de défense. Mais ce qui a le plus surpris les observateurs, c'est la dimension humaine intégrée à l'accord. Pour la première fois, la santé mentale a été élevée au rang de priorité de la défense et du commerce dans un accord du Commonwealth. Un fonds bilatéral d'1 milliard de livres sterling a été lancé pour soutenir les initiatives de résilience des jeunes fruits de la combinaison de la campagne Shaping Us de Catherine et du travail pionnier de l'Australie en matière de soins tenant compte des traumatismes. 50 000 enseignants et cliniciens devraient bénéficier d'une formation transfrontalière au cours des 10 prochaines années. Des projets pilotes au Pays de Galles et en Australie occidentale ont déjà montré que le nombre de décrochages scolaires chez les jeunes à risque a été divisé par 2. C'est une prévention à l'échelle mondiale, s'est enthousiasmé un analyste du Trésor auprès du Guardian. Les enjeux environnementaux étaient également importants. Des centres communs de R&D à Manchester et Melbourne se concentreront sur le stockage de l'hydrogène et les technologies renouvelables, ce qui pourrait réduire les coûts d'importation d'énergie de 30%. Des programmes culturels étaient également prévus, échanges artistiques menés par des autochtones, numérisation de l'histoire aborigène et collaboration avec des musées britanniques, le tout soutenu par un fonds de 2 milliards de livres sterling. Ces initiatives, bien que modestes, en apparence devraient stimuler le tourisme, renforcer les liens universitaires et dynamiser le secteur culturel britannique en difficulté. L'effet domino fut immédiat. Les marchés réagirent en quelques heures, le FTSE gagnant 2 points portés par l'optimisme suscité par les investissements dans les technologies vertes. Les actions minières australiennes progressèrent également, anticipant des contrats à long terme avec des entreprises britanniques. Des diplomates à Londres, stupéfaits par l'ampleur de l'accord, avouèrent au Times « Nous étions venus pour les sous-marins et nous sommes repartis avec une vision ».
Ce qui rendait ce projet unique résidait non seulement dans son ampleur, mais aussi dans son caractère confidentiel. Des conseillers politiques ont révélé par la suite que l'équipe d'Albanese avait examiné les précédents discours de Catherine et même adapté des passages de son message de Noël 2024 sur la résilience pour les intégrer à ses textes politiques. L'Aisne nous a donné la permission de privilégier les personnes plutôt que les jeux de pouvoir, a admis un responsable de Canberra. Autrement dit, l'accord portait la signature de Catherine, même si elle n'a jamais siégé à la table des négociations. Sur la scène internationale, ce partenariat a été interprété comme un contrepoids à l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique. Pékin a activement sollicité les États insulaires du Pacifique en leur fournissant des infrastructures et des prêts. En élargissant la coopération entre le Royaume-Uni et l'Australie au-delà du secteur de la défense, l'accord de Canberra a démontré l'engagement occidental en faveur du bien-être social et environnemental de la région. Les analystes d'Al Jazeera ont averti que cela ne passerait pas inaperçu à Pékin et l'ont présenté comme une manœuvre subtile mais stratégique d'endiguement. Sur le plan national, les réactions furent mitigées. En Australie, les partisans républicains affirmaient que lier l'accord à l'influence de Catherine II risquait de raviver de vieux clichés coloniaux. En Grande-Bretagne, certains critiques ont qualifié l'enthousiasme du gouvernement de trop s'appuyer sur le charisme royal pour obtenir des gains diplomatiques. Néanmoins, les sondages dans les deux pays indiquaient une large approbation. Au Royaume-Uni, 70% des personnes interrogées voyaient l'accord d'un bon œil, tandis qu'en Australie, le soutien au lien avec le Commonwealth s'est accru. Un retournement de situation rare après des années de dérive républicaine. Les aspects sociaux du plan ont été les plus salués. Les défenseurs de la santé mentale l'ont salué comme une étape historique dans la reconnaissance de la résilience psychologique des jeunes comme pierre angulaire de la sécurité nationale. Les organisations environnementales ont salué les projets collaboratifs de restauration, même si certaines ont averti qu'un suivi serait crucial. Même les politiciens de l'opposition à Canberra, souvent prompts à démanteler les initiatives gouvernementales, ont exprimé à contre-cœur leur admiration. C'est ambitieux, mais l'ambition est ce que notre époque exige, a admis un député. Cependant, derrière les applaudissements, se posaient des questions quant à sa pérennité. Un accord aussi global pourrait-il survivre au changement de gouvernement des deux côtés? Les turbulences économiques en Grande-Bretagne compromettraient-elles la capacité à obtenir des financements? Les débats républicains en Australie ressurgiront-ils et entacheraient-ils les éléments symboliques de l'accord? Ces incertitudes étaient importantes, mais pour l'instant, l'optimisme prévalait. Pour la monarchie, l'accord a renforcé un discours d'une pertinence renouvelée. L'influence indirecte de Catherine II a rappelé aux critiques que le soft power est important, parfois même plus important que la négociation acharnée. En intégrant l'empathie dans ses politiques, elle a aidé la Grande-Bretagne à acquérir non seulement un avantage économique, mais aussi un capital moral, une denrée rare dans le paysage mondial fragmenté d'aujourd'hui. C'est le soft power à son paroxysme, a observé The Economist, soulignant qu'aucun homme politique n'aurait pu obtenir un tel effet. Le projet de Canberra a également remodelé la perception de William et Catherine en tant que couple. Ils ne sont plus perçus uniquement comme des figures cérémonielles, mais de plus en plus comme des acteurs des affaires internationales capables d'influencer les décisions par leur authenticité personnelle. Le rôle de Camilla aux côtés de Charles, en revanche, semblait plus traditionnel et limité, soulignant le changement générationnel déjà en cours. La profondeur de l'accord de Canberra montre clairement une chose, il ne s'agissait pas d'un accord transactionnel, mais d'une vision d'un nouveau type de partenariat au sein du Commonwealth. Un partenariat fondé non pas sur une hiérarchie, mais sur des défis communs, climat, santé mentale, identité culturelle. En tissant ces liens, Catherine a fait en sorte que l'empathie ne soit plus une considération secondaire en diplomatie, mais au cœur de celle-ci. Comme l'a fait remarquer un commentateur australien, nous n'avons pas seulement signé un traité, nous avons signé un avenir. Le paquet de Canberra a non seulement démontré l'ambition australienne et la douce influence de Catherine II, mais a également suscité un débat plus approfondi sur le rôle de la monarchie dans le Commonwealth moderne. Depuis des décennies, les débats sur sa pertinence sont omniprésents dans les anciens territoires britanniques. La mort de la reine Elisabeth II en 2022 a donné un nouvel élan au mouvement républicain, notamment dans les Caraïbes et en Australie. Mais après l'hommage rendu par Albanese à Catherine II, la monarchie n'est plus apparue comme une relique, mais comme un partenaire de développement. Pourtant, cet équilibre est précaire. À Canberra, des voix républicaines n'ont pas tardé à rappeler aux électeurs qu'aucun accord parlementaire ne devait occulter la question plus vaste de la souveraineté. Cette coopération est bienvenue, mais ne confondons pas influence et nécessité, a déclaré un militant au Sydney Morning Herald.
De fait, les sondages du début de l'année 2025 suggéraient que l'Australie se rapprochait de plus en plus d'un nouveau référendum sur le républicanisme. Cet élan semble désormais s'être enrayé, du moins temporairement, l'implication de Catherine II ayant donné une image positive de la présence royale. En Grande-Bretagne, le discours a pris un ton différent. Des journaux comme The Telegraph ont salué Catherine comme la diplomate secrète de la couronne, tandis que The Guardian s'interrogeait sur la santé d'une monarchie constitutionnelle qui s'appuie autant sur le charisme personnel pour maintenir sa pertinence. Même des commentateurs bienveillants ont souligné que le soft power est fragile, lié aux individus plutôt qu'aux institutions. Si Catherine est le ciment qui unit les sentiments au sein du Commonwealth, que se passera-t-il si son influence s'affaiblit ou change? Cette tension n'est pas nouvelle. Charles lui-même a essuyé des critiques similaires durant sa longue attente comme héritier du trône, certains le qualifiant d'ingérence en raison de son activisme environnemental. La différence réside dans le ton. Le style de Catherine est plus calme, ancré dans l'empathie plutôt que dans l'activisme. Là où Charles a pris le risque d'entrer en politique, Catherine dissimule son influence sous une humanité partagée. Cette distinction la rend moins controversée et sans doute plus efficace. Comme l'a déclaré un analyste à BBC World News, elle ne change pas la politique, elle change la perception. Et la perception en diplomatie est primordiale. Le discours de Canberra a également mis en lumière la dynamique générationnelle au sein du palais. Si Charles et Camilla incarnent la continuité avec le passé, William et Catherine incarnent l'avenir de la monarchie. Leurs styles parentaux, leur proximité et leur influence croissante à l'étranger suggèrent que la couronne s'adapte progressivement à la modernité. Le discours de Canberra a peut-être accéléré ce changement, positionnant Catherine comme le principal atout de soft power de la monarchie depuis Diana. Les comparaisons sont inévitables. Les deux femmes ont transformé leur lutte personnelle en une empathie qui a eu un retentissement mondial, même si Catherine a réussi à canaliser cette empathie vers une influence politique plutôt que vers des ragots. À l'international, la réaction fut saisissante. Aux États-Unis, le Washington Post contrastait l'authenticité de Catherine avec la polarisation de la politique américaine, la qualifiant d'antidote au cynisme. En Europe, Der Spiegel présentait son influence comme la preuve que la monarchie britannique n'est pas seulement cérémonielle, mais peut néanmoins jouer un rôle dans les affaires mondiales. Même dans la région Asie-Pacifique, où les médias d'État chinois ont minimisé l'annonce de Canberra, les commentateurs ont reconnu que le rôle de Catherine avait amélioré la position du Royaume-Uni d'une manière que la diplomatie conventionnelle accomplit rarement. Pourtant, des défis se profilent à l'horizon. Le sentiment républicain n'a pas disparu en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans les Caraïbes. Les difficultés économiques en Grande-Bretagne pourraient mettre à l'épreuve la capacité du gouvernement à honorer ses promesses d'investissement. Et les tensions persistent au sein du palais. Camilla, déjà aux prises, avec une popularité déclinante, se serait sentie exclue par l'attention portée à Catherine. Selon The Mirror, elle aurait confié à des amis qu'elle serait toujours dépeinte comme une étrangère, un commentaire qui reflète sa longue lutte pour se faire accepter par le public. Qu'elles soient vraies ou exagérées, ces fuites alimentent un récit de rivalité qui menace de nuire à l'image collective de la monarchie. La leçon la plus importante de l'accord de Canberra est cependant que la survie de la monarchie dépend de son adaptation. La tradition seule ne suffit pas dans un monde qui exige authenticité et impact. Le rôle de Catherine illustre comment la résilience et l'empathie personnelle peuvent se transformer en atouts diplomatiques. Son parcours, du diagnostic de cancer à l'hommage parlementaire, offre un modèle pour l'évolution de la couronne sans perdre son essence symbolique. À l'avenir, les possibilités sont nombreuses. Des projets circulent déjà pour que Catherine préside un sommet à Sydney en 2026 consacré à l'avenir des familles et à la santé mentale, tandis que William devrait associer son prix Earthshot à l'innovation australienne dans les énergies renouvelables. Ces initiatives suggèrent que l'événement de Canberra n'était pas un événement isolé, mais le début d'un rôle durable pour William et Catherine en tant qu'ambassadeurs mondiaux de la monarchie. Pour le roi Charles, cela représente à la fois un réconfort et un défi. D'un côté, le succès de Catherine renforce la crédibilité de la couronne pendant son règne. De l'autre, il souligne à quel point cette crédibilité dépend désormais de la génération suivante. Comme l'a déclaré un historien royal au Guardian, Charles est peut-être roi, mais Catherine est la boussole de la monarchie. On ne sait pas encore si ce changement de rôle renforce la position de la monarchie au sein du Commonwealth ou ne fait que retarder les débats républicains. Ce qui est clair en revanche, c'est que Catherine a redéfini l'influence au XXIe siècle. Non pas par le pouvoir ou les proclamations, mais par sa présence. Et a fait de l'empathie l'outil diplomatique le plus puissant qui soit. Alors que les applaudissements s'estompent et que les documents politiques prennent forme, les échos de Canberra nous rappellent que la monarchie ne se contente pas de survivre. Elle évolue à sa manière sous l'impulsion d'une princesse qui a transformé la vulnérabilité